Bonsoir les amis, bienvenue à ce 8e numéro de club que je vais aller entamer à côté de mes amis qui ont vendu du rêve aux Marocains, surtout mon ami de gauche. L'équipe du Maroc va exploser la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit à l'antenne, mais il a dit j'ai un très très bon sentiment. Toi, tu n'as pas dit grand-chose, mais tu restes solidaire avec tes coéquipiers dans le club. Je l'ai dit. Tu l'as dit, oui. Et ton pressentiment n'a pas marché. Non. Non. On va en débattre tout de suite, le sommaire de ce 8e numéro du club. Tenu en échec sur sa pelouse par les éléphants de Côte d'Ivoire, l'équipe du Maroc a déjà très sérieusement compromis ses chances de qualification pour le Mondial 2018 en Russie. Nouvelle désillusion et beaucoup de questions autour de l'avenir de cette sélection. La fin de l'état de grâce pour Hervé Renard. Le patron des Lions de l'Atlas a raté son premier véritable test avec la sélection marocaine. Renard qui affirme ne pas disposer d'une baguette magique pour battre le champion d'Afrique, mais que rien n'est encore perdu. Mal entrée dans les éliminatoires du Mondial 2018, l'Algérie a concédé un deuxième couac en s'inclinant 3-1 au Nigeria. La Tunisie et l'Égypte poursuivent leur lancée avec 6 points en 2 matchs et semblent bien partis pour retrouver les lumières du Mondial en 2018. Et pour ce 8e numéro du club, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous sur le plateau de l'émission quelqu'un que j'ai eu la chance de côtoyer mes débuts dans ce métier, Najib Selmi, qui a accompagné, pas que moi, mais une génération de journalistes sportifs. Bonsoir Najib. Bonsoir Gélène, merci pour l'invitation et merci pour la description. Avec nous également Eid Wahem, vendeur de rêves. On va battre la Côte d'Ivoire. Pour une fois qu'il a été optimiste, ça n'a pas marché. Bonsoir Reda. Bonsoir et bienvenue aussi à Najib Selmi, qui aussi m'a accompagné à mes débuts dans la presse. Et dont les points sur les i ont forgé la culture foot de toute une génération. Bonsoir Amine. Salut. Il ne m'a pas accompagné dans la presse, mais il a accompagné au moins 5 générations, pas une génération. Voilà, 5 générations, ça le vieillit. Ça le vieillit. C'est Gutenberg comme les générations sont très brèves. Voilà. Comme les générations de footballeurs. Donc, on va commencer cette édition, bien entendu, par revenir sur ce match nul entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Un partout, et dans cette affaire, bien sûr, ce sont les éléphants ivoiriens qui ont réussi, en tout cas, la belle affaire et qui semblent aujourd'hui bien partis pour finir en tête et pourquoi pas décrocher une qualification pour la Coupe du Monde. Un stade bouillant, de l'intensité et quelques accrochages. Tous les ingrédients étaient réunis pour assister à un beau match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Mais il aura manqué un but dans cette rencontre. Très nerveux tout au long de la rencontre, le sélectionneur des locaux, Hervé Renard, aurait sans doute rêvé de retrouvailles plus fructueuses avec la sélection qu'il a menée sur le toit de l'Afrique en 2015. Au lieu de ça, le Maroc enchaîne un deuxième 0-0 dans ses qualifications. Un score de parité qui fait les affaires des éléphants, toujours premier du groupe avec 2 points d'avance sur le Maroc et le Gabon et 3 sur le Mali. Bien sûr, on est déçus parce que voilà, en tant que compétiteur, on voulait gagner ce match-là, surtout que c'était un match assez particulier avec un peuple magnifique qui était tous derrière nous. Le stade il était plein, ça pouvait être une belle fête ce soir, mais bon, malheureusement, on va se contenter de ces points du match nul et Inch'Allah, il reste 4 matchs. À nous de faire le plein et d'essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde. Partido difícil contra el campeón de África. C'était un match difficile contre le champion d'Afrique. On le sait depuis le début que cette qualification pour le mondial ne sera pas une promenade de santé. Maintenant, on doit aller chercher des points à l'extérieur. Ahora nos toca luchar, nos toca ganar fuera de casa. On n'a pas ramené le résultat espéré, on n'est pas content, mais c'est le football, on demande pardon à notre public, mais il faut continuer à soutenir l'équipe nationale. 2 points sur 6 possibles et avec déjà 2 points de retard sur l'ogre ivoirien. Une certitude, la sélection marocaine a certainement grillé son seul joker dans cette course à la qualification pour le mondial.
Alors, est-ce que, comme on disait dans le sujet, Najib Selmi, l'équipe du Maroc, à ton avis, a grillé son seul joker en ne remportant pas ce match à domicile? Très honnêtement, l'équipe du Maroc est éliminée. C'est la fin de cette émission. Bonne soirée. Mathématiquement, elle est éliminée. Ouais. C'est impossible qu'elle se qualifie. Ouais. Je le dis devant tout le monde en direct. Et je peux le démontrer. Je ne vais pas convaincre, mais elle est éliminée. C'est irrattrapable. Malheureusement, l'expérience te donne raison. Et notre vécu de ces dernières décennies. Parce que lorsqu'on est dans un groupe où il y a, comme vous avez dit dans le commentaire, un ogre, il faut battre cet ogre quand il est chez toi. Si tu ne le bats pas, il t'élimine. Pourquoi? Ça nous est arrivé pour la Coupe du Monde 2002. On avait le Sénégal. Ouais. On a fait un match nul à Rabat, 0-0. Et on avait, pour 2006, la Tunisie. Un but refusé. La Tunisie, il y a eu 1-1 et on a été éliminé. Et on peut très bien, parce que j'ai vu quand même un certain contentement, satisfaction, parce que des gens, après coup, ils trouvent des justifications. Ah, c'est pas mal, il y a des joueurs, on peut encore se rattraper. On peut même faire encore 4 matchs nuls. On aura 6 points. Et on sera éliminé. 6 points. Non, parce que maintenant, aujourd'hui, le mieux qu'on puisse faire, c'est avoir 12 points. Ouais. C'est-à-dire gagner 4 matchs. Et je vois pas les gagner. Ça nous fera 14 points si on gagne 4 matchs. Ça nous fera 14 poins si on gagne 4 matchs. Ouais, mais moi, il faut gagner 12 points. Ouais, ça me fait toujours, ça me choque déjà d'entendre qu'on va gagner 4 matchs alors qu'on n'a pas gagné les 2 premiers. Mais pas du tout, Assis Gelel. C'est très bien, ça se commence bien. On se prépare pour la Coupe du Monde 2022, tranquillement. On vient de gagner le Togo. C'est un très bon début pour la Coupe du Monde 2022. Ouf, les standards en termes d'ironie et de... C'est pas d'ironie. ont été explosés, je suis à l'aise pour pouvoir enchaîner là-dessus. C'est costaud, Najib, comme entrée. Hein. Tu nous as... Pas costaud, je suis d'accord avec le fond. C'est la réalité. Non, mais c'est pas une question de réalité, parce qu'au-delà du résultat brut, il y a la manière. C'est-à-dire que si tu avais fait un 0-0 contre la Côte d'Ivoire en te produisant une dizaine d'occasions et ça passe pas, ça tape la barre, une maladresse. Bon, tu as eu, on voit le résumé, il est famélique. Voilà, il y a une demi-occasion. Il y a l'occasion de la tête sur le coup franc de Bossofa, et puis plus rien. Voilà, il faut remplir des résumés, donc on te met des actions. Mais globalement, c'est une équipe où tu as l'impression qu'il faut comme une éclipse solaire, une conjugaison des astres miraculeuse pour avoir un but. Donc dans cette configuration-là, c'est encore plus difficile d'imaginer de battre de gagner ces 4 derniers matchs, alors que tu as beaucoup de mal à te procurer ne serait-ce que des occasions pour gagner le premier. Donc la configuration du match, elle est encore plus déprimante que le résultat brut, hein, pour moi. Moi, franchement, là, le match, c'était samedi. Plus que l'analyse technique de la rencontre, c'est les enseignements, c'est-à-dire où en est cette équipe nationale, au-delà de son parcours, au-delà de la qualification ou non à la Coupe du Monde. C'est ça le plus intéressant. Comme tu dis si bien, je crois que je me suis permis de revoir le match depuis qu'il est passé glorieusement, n'est-ce pas? Tu peux applaudir. Bravo. Merci. Et l'enseignement, c'est que je pense pas qu'on aurait pu avoir beaucoup mieux. Quand on dit qu'on n'a pas pu se priver de beaucoup d'occasions, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Déjà parce qu'il y avait un gros déficit technique par rapport à de très bons Ivoiriens, parce que le problème, c'est que tu peux mettre les meilleurs schémas en place, les joueurs se mettent à bouger après, donc c'est un peu compliqué. Surtout, on oublie souvent qu'il y avait une équipe en face, la Côte d'Ivoire, qui est une très bonne équipe africaine. Et au-delà du match contre la France aujourd'hui amical qu'on a pu voir où ils font 0-0, mais c'est une très belle équipe africaine, championne en titre. Mais on avait surtout, un très gros déficit physique, qui fait qu'effectivement il nous sera très difficile, avec ces joueurs qu'on a actuellement à disposition, même en n'étant pas blessés, d'aller rivaliser avec les meilleures équipes africaines. Ce match-là pour moi, honnêtement, même quand tu le revois tête reposée sans pression du résultat, tu sais que tu feras un match nul, tu te rends compte que c'était le meilleur résultat que tu pouvais faire. Reda l'a dit, c'est une occasion et demie, c'est famélique. Après, effectivement, tu peux toujours rêver, te dire que la Côte d'Ivoire peut trébucher contre le Gabon, 2 fois contre le Mali, mais on n'est pas aujourd'hui outillé intrinsèquement pour
méritait bien mieux que ça. Et on savait, d'ailleurs, Renard, je crois que lui, dans une déclaration, il dit on se détend, alors nous sommes outsiders. Et ça, il nous l'a prouvé. Bah, justement, là, je pense et je trouve que tout le monde, tous les supporters des Lions d'Atlas ont sorti la calculette beaucoup plus tôt que prévu, parce que normalement, on la sort avant la dernière journée. On va l'éviter. On va l'éviter. On va l'éviter, ça serait encore mieux nous éviter des sueurs froides. Moi, j'aimerais aussi revenir sur les déclarations d'Hervé Renard en conférence de presse. Et j'y étais, Hervé Renard d'ailleurs, qu'on attend peut-être la semaine prochaine ici, si on le déglingue pas trop ce soir déjà. Donc, je vais régler ce problème tout de suite. Donc, un sélectionneur qui s'avoue un petit peu vaincu. Il dit que, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez, hein, on a joué contre le meilleur, c'était la tête de série, c'est le favori, et nous aujourd'hui, on n'a pas les moyens de tenir tête à ce favori. Moi, je pensais que, honnêtement, Hervé Renard était moins jeune qu'il ne paraît, était plus expérimenté. Il m'a semblé encore manquer de formation de football, enfin, de manière générale. Pourquoi? Parce qu'il a passé son temps à galvaniser le public, à demander au public de venir s'habiller en rouge et de participer à l'encouragement de l'équipe nationale, parce que les Lions de l'Atlas ont besoin du soutien du public. S'ils ne savent pas, ces joueurs-là, que le public les soutient et qu'ils désirent qu'ils gagnent, c'est qu'ils n'ont pas rien compris au football. Et M. Hervé Renard devait se mettre dans la configuration du gars qui va se faire renvoyer bientôt. J'espère qu'il aura le temps de venir dans ton émission. Il va se faire... Hein? Parce qu'il ne va pas survivre à la CAN. Il ne va pas survivre à la CAN 2017. Il fait déjà les mêmes erreurs que tous ses prédécesseurs. Et là, à un moment du match, il se tourne vers le public pour leur dire « encouragez-nous ». Oui, mais c'est parce qu'on est le seul pays où les joueurs jugent le public et pas l'inverse. C'est comme ça. Ne me demande pas comment on en est arrivé là. C'est un long cheminement illogique qui est arrivé à ce renversement de situation où le public est jugé par les joueurs. Mais tu parlais de force physique. J'ai juste une petite remarque. Si on remet le curseur à samedi matin, il y avait quoi? On a devant nous une équipe forte. Elle nous domine au point de vue des points. Physiquement. Voilà, physiquement. En termes de palmarès, techniquement même. Ça ne veut pas dire que tu es voué à la défaite. Mais pour gagner ce genre de match contre une équipe qui est plus forte que toi, on le voit dans tous les jours. Que tu n'as plus battu depuis 22 ans. Tout à fait. Mais ils ne sont pas dans cette logique-là. Ils n'ont pas une conscience très forte de l'histoire du foot marocain pour connaître ce genre de chiffres, sauf on lui dit, on va éviter de leur dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour battre une équipe plus forte que toi physiquement? Mettre le ballon à terre, avoir beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de déplacement, beaucoup plus de courses, voilà, beaucoup plus de technique. C'est ce qu'on voit toutes les coupes européennes quand le petit tape le gros. Et encore, on n'est pas tellement plus petit que les D2 contre les D1, etc. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une équipe d'abord qui transpire la trouille, je m'explique, qui transpire littéralement la peur de perdre le ballon, la peur d'aller vers l'avant, et donc ce sont des passes latérales. On a l'impression que c'est du baby-foot. On voit les lignes, là, on les voit, elles bougent pas. Alors c'est vrai que défensivement c'est en place. C'est une équipe en fait qui sent un peu la Ligue 1. La Ligue 1 dans le sens où les équipes de moyenne milieu de tableau qui sont très angoissées à l'idée de perdre le ballon, qui se projettent pas vite vers l'avant, qui font très souvent des passes latérales et qui sont complètement obnubilés par le concept d'être en place. Voilà, on est en place. Or, si tu veux déséquilibrer l'adversaire, il faut accepter de te déséquilibrer. C'est ça le foot. Si tu te mets en danger, tu mets l'autre en danger. Si tu te mets pas en danger, tu laisses Amrabat courir tout seul pendant 90 minutes et que tu as personne qui rentre dans la surface. On a vu à un moment un centre de la gauche, c'est l'avant-centre. Voilà, personne qui. Est-ce que tu as vu rentrer dans la surface des milieux de terrain? Est-ce qu'on a vu des dédoublements? Très peu. Est-ce qu'on a vu des joueurs voilà, ça a été extrêmement faible à ce niveau-là. Tu l'as dit, Areda, tu l'as dit, ils ont été intimidés. Oh, mais Najib, c'était aussi schéma mis en place par Hervé Renard quand il rentre avec une défense super renforcée, qui prouve par sa formation qui craignait plus ou moins cette équipe ivoirienne. Après, ce que tu dis, Reda, est juste, dans un monde rêvé, dans un monde idéal. Mais est-ce que tu as les ressources aujourd'hui pour pouvoir produire ce que tu veux? C'était ça un peu ma question. Au-delà de la peur, mais techniquement, est-ce qu'on a... C'est ça, la seule étincelle technique, la seule étincelle technique vient ou est venue, on l'attend, d'un joueur qui a un quart d'heure de match dans les jambes, qui est Bouffel. On l'a bien vu. D'ailleurs, il est cramé au bout de 60 minutes. Mais moi, je veux même pas parler de technique, je veux parler d'état d'esprit. Écoute, tu es Ouidadi.
Très bien. On Le peut Wydad, décliner. moi non, mais je vais te parler du Wydad. Le Wydad accueille le Zamalek à Rabat, à 100 km de sa ville, avec 4 buts à remonter. Ils font un match énorme. Les supporters partent avec La banane. Voilà, exactement. Le Raja en Coupe du Monde fait des matchs énormes. Le FUS, qui a peu de public, arrive à recevoir les Algériens de Bijaya en mettant une intensité, en faisant un match qui honore leurs couleurs. Ils perdent, mais tout le monde sort en se disant soit, c'est l'intensité. On ne la voit jamais dans cette équipe. Je ne sais pas pourquoi, mais ça devrait être le problème de tout le staff de l'équipe nationale, d'être capable de reproduire cette espèce de transe collective qu'on n'a pas vue, mais quasiment depuis 5 ans. Et encore, je compte l'Algérie qui était même pas un match crucial. On n'a jamais vu ça. C'est une équipe qui ne se surpasse pas, c'est une équipe qui ne se transcende pas, où si les joueurs valent 100, ils sont à 80 chez nous, ou voire à 60, et je ne veux même pas rentrer dans les cas collectifs, je pense qu'on va y aller, mais globalement qui est incapable de se transcender, de se poser à la hauteur de l'événement, qui joue avec le frein à main systématiquement. Pour la simple raison que le passé récent de l'équipe nationale n'a pas constitué une expérience. C'est sûr. Il a constitué un passif. Ouais. Alors, mais on va traîner jusqu'à quand, Najib, qu'on va traîner ce passif? Parce qu'à un moment ou à un autre, jusqu'à un déclic. Jusqu'à 2022. Ouais. Ça fait. Il n'y a pas de 2018, il faut arrêter. Et encore moins de 2017. Là, mais c'est quoi le problème? Le mythe de Sisyphe, c'est de remonter un caillou qui retombe et tu remontes. Chaque entraîneur qui arrive, chaque entraîneur qui arrive, plus jeune que moi et qui là surtout Amine, qui a revu le match. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé combien de joueurs on a perdu dans ces 5 dernières années? Ouais, beaucoup. Combien de joueurs? Mais je ne veux même pas leur donner le statut de joueur. Des joueurs de l'équipe nationale. Alors, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, les sélections... Les joueurs de l'équipe nationale, c'est pas insultant, non, je suis désolé. Ils ne font pas carrière, nos joueurs, dans l'équipe nationale. Ils ne font pas carrière. Il y en a qui repartent. L'Arabe, un jour c'est le sauveur, un jour c'est le pestiféré. Surtout, il faut voir combien de joueurs a utilisé l'équipe nationale ces 5 dernières années. On parle d'une centaine de joueurs. Ils font pas carrière dans leur club du tout, parce que ce sont des joueurs moyens. Mais même dans l'équipe nationale, c'est ça ce qu'il dit Najib. Mais dans leur club, ils font pas carrière, parce que ce sont des joueurs moyens. Encore une fois, tout à l'heure, quand je dis que l'étincelle technique ne peut venir que d'un seul joueur, parce que nous estimons que c'est le meilleur qu'on a en ce moment, et qui ne joue même pas dans son club, qui est Southampton. Bon, certes, il revient de blessure, mais il ne joue pas. Il revient par bribes. Mais au-delà de ça, moi, là, je voudrais juste mettre un bémol. Ce qui n'est pas normal, c'est que vous avez parlé de Maroc. Je veux juste mettre un bémol par rapport à ce qu'a dit Raf. Fais-nous Oussama Saïd. Oussama Saïd n'est même pas sur le banc de touche aux Émirats. Il est aux Émirats, il joue pas. Parce qu'il a fait un choix financier dans sa carrière. Brada, qui était à un moment un espoir, qui était à Marseille, pareil. On a des joueurs, moi quand je dis je te conteste le statut de joueur, c'est pas insultant, c'est joueur de l'équipe nationale. Joueur de l'équipe nationale, ça veut dire quelqu'un quand il n'est pas là, on a peur, on est angoissé, il n'y en a aucun qui a ce statut à part Benatia. C'est Ahmadi qui pour moi est un bon, on l'a bien vu encore sur ce match-là, peut-être qu'il se... Mais parce que... Ouais, mais on devrait s'inquiéter quand même, parce que tout le monde parle d'Ahmadi, même Hervé Renard qui parle d'Ahmadi. Moi je m'inquiéterais pour l'avenir de cette sélection si elle dépend d'Ahmadi, d'un milieu récupérateur quand même. Non mais écoutez, c'est pas question de milieu récupérateur, encore une fois on en revient aux joueurs aujourd'hui, limite indispensables parce qu'ils ont un minimum de talent et d'envie. Tout à l'heure, Reda parlait d'envie. Certes, effectivement, quand tu revois le match, c'est compliqué parce que ils mettent le pied, nos joueurs. Là, très souvent, ils mettent le pied, ils vont au charbon. Mais après, quand le petit Carcela rentre, par exemple, eh ben, très honnêtement, il court, il se bagarre et tout. Mais physiquement, là, c'est pas possible. Et même le groupe en soi, aujourd'hui, n'est pas outillé pour être compétitif à Genève, et c'est là où je te rejoins. Les grandes nations africaines. Rakif Medrna, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de compétences humaines footballistiques capables de rivaliser avec les plus grands. Et même si nous, on se voit aujourd'hui glorieux, nous ne sommes pas, et nous ne sommes plus depuis très très longtemps. On n'aura pas de... C'est là où je pense que le message est mal passé. C'est que moi, je ne parle même pas de victoire. Je ne suis pas en victoire. Je parle, comme encore une fois, je te cite l'exemple du WAC, du FUS, de beaucoup d'équipes qui sont arrivées. Je parle juste de sortir du terrain, en se disant, c'est-à-dire on arrive à nos limites. Arrive à nos limites pour pouvoir être une demi-finale, sortir des poules. Non, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, sauf que c'est leur limite. C'est leur limite. Cette équipe n'a pas beaucoup de talent. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Aussi simple que cela. Quand tu revois le match. Franchement, j'aime parler trop de l'envie, ils n'ont pas envie et tout ça. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Cette équipe n'a pas de talent. Cette équipe n'a pas de joueurs. Pas de somme de talent. Voilà, exactement. Et cette équipe, aujourd'hui, et c'est ça le problème, et on va passer à autre chose, cette équipe
n'est pas vraiment une équipe. Parce que, voilà, et c'est peut-être ça le problème. Jalel, est-ce qu'aujourd'hui, quand une équipe n'a pas de talent, beaucoup de talent, est-ce qu'on ne doit pas aussi se dire qu'on a un entraîneur qui peut pallier à ce genre de choses avec des choix judicieux? Parce que là, je pense qu'on va rentrer après dans les choix de Renard. Voilà. Peut-être que pas de talent, mais on en reparlera, je suppose. Voilà, exactement. Alors, et notamment, le titre qu'on a choisi pour cette partie d'émission, est-ce que c'est la fin de l'état de grâce pour Hervé Renard? Et là, je me tourne vers Najib Selmi, la fédération, bien sûr, qui a décidé de débarquer Beddou Zeki, estimant que le niveau de cette sélection, en tout cas, n'était pas à la hauteur des attentes. Est-ce qu'on sent aujourd'hui, mais vraiment c'est une question sérieuse, c'est pas pour tirer sur Renard ou regretter qui que ce soit, est-ce qu'on sent aujourd'hui que le niveau de la sélection marocaine des Lions de l'Atlas a évolué depuis l'arrivée d'Hervé Renard? Pour moi, mon opinion est faite. Il va bientôt partir. on va pas en débattre. Non, mais au-delà de invite-le dès la semaine prochaine. Insiste pour parce que tu vas perdre l'occasion de le voir. Autre question alors, si tu veux pas répondre à celle-là, parce que franchement, l'équipe du Maroc, cette équipe broie les sélectionneurs. Cette équipe est le cimetière. Les Lions d'Atlas, c'est les cimetières des entraîneurs qui ont réussi un petit peu partout et qui viennent se fracasser la tête, on va dire, chez nous. Oui, il y a un malaise quelque part. Un malaise, un passif qui s'installe, un manque de confiance. Et le football quoi, c'est physique, c'est technique, c'est tactique, mais aussi psychologique. Ouais. La psychologique, l'ambiance, il y a la morosité autour de l'équipe nationale, autour du football. Tout le monde arrive, il se dit, quand est-ce qu'on va me rappeler, est-ce qu'on va pas me renvoyer, est-ce que... Et puis il y a une chose, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de patron en équipe nationale. Pourquoi Roger Lemaire a réussi avec la Tunisie, n'a pas réussi au Maroc? Pourquoi Guéretz était l'un des techniciens les plus convoités, ne serait-ce qu'en France ou un peu en Europe, et il n'a pas réussi au Maroc? Pourquoi Hervé Renard, qui arrive chez nous, auréolé de 2 succès retentissants, à savoir la victoire avec la Zambie? C'est du jamais vu. Et avec la Côte d'Ivoire, c'est pas facile de gagner une Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Tellement pas facile qu'ils en ont gagné que 2. Une je pense en 92 et une en 2015. Donc c'est pas n'importe qui. Donc c'est peut-être le mal est là. Et c'est pour ça que j'insiste pour qu'on en débatte aujourd'hui. Au-delà de parler du match et de la victoire, c'est quoi le problème? On ne peut pas en débattre, on ne va pas le régler. On ne le connaît pas le problème. On ne le connaît pas. On le subit, mais on ne le connaît pas. Il faut qu'on y réfléchisse. Il faut qu'on y réfléchisse. Il y a une réalité. Il y a eu Hervé Renard, je veux parler du mythe de Sisyphe, c'est quelqu'un qui arrive et je pense qu'on lui parle. Il voit que Belhanda, exemple typique, Belhanda aujourd'hui est titulaire à Nice, qui est leader de la Ligue 1, qui fait un super début de saison, qui est décisif, qui est vraiment décisif et qui est, on retrouve le Belhanda de Montpellier, champion de France. Il le convoque, alors j'imagine qu'il y a des gens autour de Hervé Renard, on dit, tu sais, Hervé Renard, Belhanda, il a jamais fait de bon match en équipe nationale, il n'est pas tout nouveau, mais il est systématiquement décevant. On l'a mis en 6 derrière Boussofa, on l'a mis en 10 derrière, on a inversé le 6 et le 8. Globalement, ça marche pas. Et tous les supporters de l'équipe nationale savent que, si on parie avec un pote, on parie plus sur un carton jaune ou un rouge qu'un but. Alors attends, justement, ce cas il est intéressant. Mais c'est là où il se dit quoi, Hervé? Il se dit, avec moi, je vais y arriver. Bah ouais, pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas de continuité. Parce qu'il n'y a pas de continuité. Parce qu'on va recommencer et qu'à un moment, il va se rendre compte que ce bonhomme-là, pour une raison qui m'échappe... Pourquoi pas? Est-ce que si Belhanda réussit et brille ailleurs et ne brille pas chez nous... Il y a énormément de cas de joueurs de club. Ça, je peux te remplir des sélections de joueurs brillants. C'est que peut-être le problème, et c'est au niveau de la gestion de cette équipe nationale aussi. Non, mais moi, déjà, je peux t'en citer des dizaines des joueurs qui ont été brillants en club et jamais décisifs en équipe nationale, au Maroc ou à l'étranger. C'est quelque chose qui existe. Sauf que chez nous, on arrive à cette conclusion, on vire l'entraîneur et il recommence à zéro. Franchement, Reda, tu serais aujourd'hui sélectionneur de l'équipe du Maroc, tu convoquerais Belhanda. Il crève l'écran. Il crève l'écran depuis le début de saison. Non, il y a des moments où il faut s'arrêter. On arrive exemple de Boussofa. Alors moi, tu sais, je suis, contrairement à ce que je peux laisser croire, à un moment, j'ai des doutes dans ma tête. Je me dis, le maire a ramené Boussofa. Guéretz a insisté sur Boussofa. Bref, Boussofa était toujours là. Boussofa, il a 60 sélections. Boussofa était là, il a joué avec Regragui, qui est entraîneur du FUS aujourd'hui, et avec Abdeslam Oueddou, qui prépare son diplôme de manager. Donc ce bonhomme-là, il est là depuis 2006.
je ferme les yeux, j'ai du mal pour un joueur à vocation offensive à me rappeler de 3 actions décisives. 2, 1, je sais pas. Pourtant, il devrait avoir 60 sélections, 12 buts, 10 gros matchs, il n'y en a pas. Mais il est toujours là. Alors il y a 2 options. Soit je suis complètement à côté de la plaque et je vois pas que ce bonhomme vole en éclats au moindre impact physique, a vraiment du mal à être décisif. Et en plus, il a une attitude un peu de monopoliser les coups de pied arrêtés qui sont mais très rarement dangereux. Pour une fois qu'il était tendu, on a eu une occasion. Et je me dis, peut-être que c'est moi qui comprends rien. C'est très possible. Mais en même temps, j'ai quand même un doute sur les options alternatives qu'on n'a jamais explorées dans ce pays. Jamais dans ce pays, on a donné des options alternatives à l'équipe nationale. Depuis 10 ans, on fait la même politique. On peut changer les noms. Les noms, ils traversent l'écran. Mais les joueurs, je suis désolé, on n'a jamais essayé de faire autre chose. Bon, on a terminé cette première partie du club avec Belhanda et Boussoufa. Et on va revenir et je vais te donner la parole pour commencer. On va se retrouver dans quelques instants pour cette seconde partie du club. Restez avec nous. Bienvenue chers amis donc dans cette seconde partie du club. Je suis un homme de parole et j'ai promis à donner la parole justement à Amine pour entamer cette seconde partie. Amine qu'on a brimé donc dans cette première partie. La brimée est un grand mot. Ouais, moi j'avais été juste gêné un petit peu par cette formule. Renard sur la sellette, j'ai tellement aujourd'hui la hantise de revivre ce qu'on vit depuis 10 ans, à savoir regarder un entraîneur 6 mois, 9 mois et le virer au premier accro. Là je voulais juste rappeler quand même, pas forcément pour sa défense, qu'il est là depuis 9 mois, 9 matchs. Pas de défaite. Je crois que s'il y a, voilà, pas beaucoup de buts, mais bon, pas beaucoup de buts pris non plus. Je crois que c'est 5 victoires et 4 nuls. Donc voilà, c'est Ligue 1. C'est pas non plus infamant. On a connu bien pire. Maintenant, effectivement, s'il y avait un match à gagner, c'est celui-là. Mais de grâce, je pense vraiment qu'aujourd'hui, on a une jeune génération et ne serait-ce que penser un seul instant qu'on devrait encore se séparer d'un entraîneur. Et aller chercher je suis tout à fait d'accord avec super plébiscité juste pour faire taire la foule, je pense que vraiment on devrait passer au truc ça. Je pense que les gens sont conscients aujourd'hui que de toute façon après c'était marrant ça change rien de changer de et puis la saillie de Najib était sympa quand il commence l'émission en disant aujourd'hui on est quasiment éliminé. Effectivement, aujourd'hui il fait non, pardon, on est éliminé. Donc, mathématiquement, il faut quoi aller chercher 3 victoires et un match nul, ça va être très difficile. Mais bon, la Côte d'Ivoire peut se déglinguer. Non, mais au-delà des accros, donc sinon, c'est même pas la peine de jouer les 4 matchs à venir. Donc, mais au-delà minimum, quoi. Je pense, au-delà de la Coupe débordant, au-delà de la Coupe du Monde. Au-delà de la Coupe du Monde aujourd'hui, je pense l'avenir de cette sélection et de celui qui la dirige aujourd'hui, ça se jouera, comme l'a dit Najib, ça se jouera en Coupe d'Afrique des Nations. Je pense, si on est sorti dès le premier tour, comme on l'a fait depuis 5 Coupes d'Afrique maintenant. Et on risque. À ce moment-là, ça sera difficile de continuer avec Hervé Renard. Mais aujourd'hui, je pense que l'avenir de cette sélection se décidera pas aujourd'hui. Le risque est d'autant plus fort que la Fédération royale marocaine de football, pour des raisons qu'elle est la seule à comprendre, peut-être de bonnes raisons, a décidé d'aller préparer la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Gabon aux Émirats Arabes Unis, en rappelant encore une fois, sans vouloir faire d'historien du football, que c'est les Émirats Arabes Unis qui avaient plombé Zaki, et c'est les Émirats Arabes Unis qui ont plombé Tausé. Ouais. Il est revenu d'un stage de 2 semaines et quelques aux Émirats Arabes Unis, qu'on nous avait présenté comme l'aboutissement de la préparation, et il perd 3-1 contre la Tanzanie, juste après. Ouais. Alors là, pour aller au Gabon, peut-être qu'il y a mieux. Il y a mieux que d'aller dans un pays de rêve comme les Émirats Arabes Unis. C'est une équipe au sens large avec son staff qui sont très attachés au luxe, à leur confort exactement. Ouais, à leur confort, au luxe. Voilà. Et donc d'où Marrakech, Agadir. Et d'où ma question. Ils vont pas retrouver au Gabon, hein. Non, voilà, c'est pas la question. Ils l'auront au moins vécu aux Émirats Arabes Unis. Ouais, mais le changement sera dur. Tu sais que surtout à un trou de mémoire, Oyem, la ville qui accueille le groupe des Lions de l'Atlas en Cannes, est une ville difficile. C'est-à-dire qu'on est loin des standards auxquels ils sont habitués. On y va pour jouer au foot. Maintenant, on commence à compter les blessés qui n'iront pas en Cannes. Oui, je pense. Et loin aussi peut-être des standards sur Hervé Renard, je pense qu'aucune personne n'est censée aujourd'hui de demander l'éviction d'Hervé Renard. Tout le monde sait qu'il n'est peut-être pas la solution, mais il est peut-être sûrement pas le problème non plus. Enfin, moi, j'aimerais bien aussi qu'on s'attarde et qu'on laisse un peu tranquille Hervé Renard en gardant un infime espoir de le recevoir lui aussi infime que l'équipe du Maroc qui se qualifie
pour cette Coupe du Monde, justement, cette gestion de l'équipe du Maroc, cette surprotection de cette équipe du Maroc, cette tendance à vouloir que cette équipe ne manque de rien, qu'on soit dans les meilleurs hôtels de la planète. Il n'y a qu'à voir à Marrakech où ils sont. Il y a une réponse à ça. Il y a une réponse à ça, si Jalal. La réponse passe aussi, mais à ce que tu as dit avant. Tu as dit, je voudrais plus qu'on soit le pays qui renvoie les entraîneurs pour un oui, pour un non, on garde un entraîneur 6 mois. Pour la simple, on garde un entraîneur très peu et on le renvoie pour moins que rien. Pour la simple raison qu'on les choisit sur des critères qui ne sont pas logiques. On a choisi Roger Lemaire parce qu'il a été champion d'Afrique à Tunis. Bon, donc A plus B égale bas. C'est la grande mathématique. Mais souvent, malheureusement, Sinajib, ce bac, c'est nous qui le prenons sur la tête. Aujourd'hui, quelqu'un de très important à la fédération m'a dit dimanche matin à Marrakech, c'est pas catastrophique, parce que je lui ai dit qu'on était éliminés. Il m'a dit, mais non, il y a encore de l'espoir, parce que, tiens-toi bien, le Gabon a toujours été la bête noire de la Côte d'Ivoire. Et donc, il va la battre au mois d'août. Quand on arrive Mais quand le Gabon, attention, sauf que le Gabon a le même nombre de points que nous, s'il bat la Côte d'Ivoire, c'est lui qui passe. On va l'avoir, et il a été depuis pas mal de temps la bête noire d'Yenna. Mais c'est ce qui fait le charme de la compétition. C'est pour ça que c'est intéressant d'y participer. Je vais te répondre sur le choix de la surprotection, etc. En fait, le Maroc est dans une logique de séduction permanente. Dans une logique de séduction permanente, on parle de Bouffel. Bouffel, il y a un an, hésitait à rejoindre les Lions de l'Atlas. Voilà, c'est un fait qu'on a vite oublié. Je suis pas là pour le blâmer. Moi, j'accepterai tout choix d'un binational. Tout est respectable. Quel moment la fédération est. Tout est respectable. Quel joueur elle essaie de séduire la fédération? Je sais pas. Elle essaie de séduire un joueur. Ah oui, elle essaie de séduire un joueur. Mais pas seulement. Un nouveau joueur. Alors, c'est lequel? C'est le gars de Barcelone. Qui a choisi l'Espagne. Monir, oui. Alors, donc séduire le joueur, ça veut dire lui offrir des conditions optimales, la ville qu'il aime, avec la qualité de vie qu'il aime, le stade qu'il aime. Parce qu'aujourd'hui, on est là-dedans. Et ce qui s'est passé, c'est que d'un seul coup, on se rend compte qu'on a un petit problème avec le public. Le public, il n'est pas assez chaud. Alors, il faut beaucoup d'invitations. Il faut que le stade soit garni. Excusez-moi, il faut que le stade soit garni, donc il faut des invitations. C'est un stade qui n'est accessible, excusez-moi, qu'en voiture. C'est pas rien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent à pied de Marrakech. Non, il n'y a pas de car. Même en voiture, moi, ça m'a pris de 17h à 1h du matin. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai fait un match de foot. À force de séduire, à force de vouloir séduire, on a, ça date de 5-6 ans, c'est devenu évident aujourd'hui, complètement rompu les liens qu'a cette équipe avec le foot populaire marocain. Le foot populaire marocain, avec ses traditions, ses excès, mais c'est aussi ses passions, ses moments d'émotion collective. On ne peut pas imaginer une équipe nationale jouer devant personne, comme aujourd'hui contre le Togo. Ça n'a jamais... On peut pas imaginer un speaker qui chauffe le public pour encourager les Lions de l'Atlas. Moi, ça fait 30 ans que je joue plus que je suis cette équipe, j'ai vu des tas de matchs, jamais personne ne m'a demandé de les encourager, c'est naturel. Aujourd'hui, ce qui est naturel ne l'est plus, parce que les liens ont été rompus, et ces liens qui ont été rompus, c'est un véritable drame pour moi. Et parmi ces liens, Reda, le fait que cette équipe, déjà, elle est on a dit, dans des conditions exceptionnelles, il joue souvent à Marrakech, le public qui va au stade de Marrakech, souvent, comme je dis, bon, comme il y avait la polémique en France, les cravatés qui vont au stade de France soutenir l'équipe de France, cette équipe est de plus en plus, elle s'éloigne de plus en plus de ses supporters. Cette équipe, par exemple, ce match contre le Togo aujourd'hui, pourquoi le jouer à Marrakech? L'Espagne joue dans des stades, l'Espagne, champion du monde, champion d'Europe, joue dans des stades d'une capacité de 4000 à 5000 places. Pourquoi aujourd'hui? Non, mais jamais. Mais est-ce que cette équipe du Maroc, a joué à Oujda? Est-ce que cette équipe du Maroc a joué à Berkane? Est-ce que cette équipe du Maroc, bon, elle a joué à Fès, c'est sûr que certainement elle a joué à Fès. Est-ce que cette équipe du Maroc est allée faire un match à El Jadida? 5000, 7000, 10 000 c'est déjà arrivé. Est-ce que c'est que les joueurs, on pourra les toucher, on pourra les voir? On va quand même rappeler une chose, bien avant cette histoire de confort pour les joueurs, notamment les binationaux qu'on voudrait chouchouter, on va quand même rappeler qu'à une certaine époque, il y a plein de sélectionneurs nationaux qui ne voulaient plus jouer à Casablanca-Rabat. Avant même qu'on ait le grand stade de Marrakech, avant même qu'on ait les hôtels pour les accueillir dans des 9 étoiles, certains sélectionneurs estimaient que le public casa-arbaté, notamment le public kazaoui, était trop hostile.
Donc ça datait bien avant mais de la nouvelle génération. Voilà, les années 90. Il faut quand même rendre ce qui est à César ce qui lui appartient, d'une part. Et deux, on va juste rappeler aussi que bêtement et méchamment, les terrains à Casa... On a battu le Ghana pour la Coupe du Monde 98 à Casa. On a battu le Ghana. C'était presque 20 ans. Tu parles des années 90, je te parle des années 90. Et 94, on a battu la Zambie à Rabat. Il y avait cette... Parce que les entraîneurs ne voulaient pas, d'une part. Non, on va juste rappeler à Casa. Le René, c'est à Casa ou là? Non, les deux à Casa. On va juste rappeler aussi une chose à ce truc. C'est qu'on n'a pas de terrain à Casa Rabat aussi. Bon, moi c'était au-delà du terrain, au-delà du public, c'est-à-dire c'est de faire voyager cette équipe. Pas la faire voyager pour qu'elle voyage, c'est pour qu'elle soit plus proche. Parce que c'est ça le souci de cette équipe, c'est qu'elle est de plus en plus loin. Le problème de l'équipe nationale et du public, la relation avec le public, il n'y a ni sentiment, ni philosophie, ni rien. Il y a un résultat. Le public, c'est quoi? Le public, il est malheureux si tu perds 2-0 en première mi-temps et il est fou de joie si tu gagnes 3-2 à la fin du match. Même s'il a te donné un pénalty qui n'existe pas. C'est le résultat qui détermine la passion du public. C'est le résultat. Et surtout au Maroc. Et le Maroc est un public qui est bizarre, allège. Moi, je suis déçu par le match de la Côte d'Ivoire. Je suis attristé, effondré quand on ne se qualifie pas encore une fois pour la Coupe du Monde, parce qu'on ne va pas se qualifier. Et je suis atterré que le public siffle, l'hymne ivoirien. Ah bah ouais, ce n'est pas normal. Ça, c'est un scandale. Il se trouve qu'on est en train de faire une campagne africaine, que le roi du Maroc se déplace dans les capitales africaines et que ce jour-là, dans un match, on ne peut pas fermer son bec, être moins imbécile, ne serait-ce que 2 minutes, le temps d'un minute. Autre chose, tout le monde parle de la alors que Darit al-Botola, ils ont joué lundi. Ouais. Et contre qui? Contre un Palestinien. On devrait aller rien que pour encourager les Palestiniens, par soutien à cette cause palestinienne. Ça s'est joué dans un match désert, ouais. Maroc-Palestine. Ouais. Et ça s'est terminé par un résultat nul. Il y avait un match, pour bien vous plomber la soirée. Ouais. Il y avait un match qui passait inaperçu. C'était un match espoir, joué l'équipe espoir Al Maghreb contre l'équipe du Portugal, en milieu de semaine à Rabat. Le Portugal a gagné 5-0. Ouais. Sur les sifflets, c'est important, sur les sifflets. Sur les sifflets, rapidement. Sur les sifflets, moi j'ai un joueur qui a joué beaucoup de matchs en équipe nationale, celle-là, enfin il n'y a pas longtemps, qui m'a dit que ça leur ferait peut-être du bien d'avoir quelques sifflets. Ça les réveillerait. Siffler l'équipe nationale? Oui, un petit peu de pression. L'hymne national? Non, pas l'hymne national. Non, pas l'hymne national. Se faire siffler, se faire siffler pendant les matchs. Sentir un peu de pression. Mais tu te rappelles aussi du joueur qui est sorti parce qu'on l'avait sifflé. Ils vont s'évanouir. Qui s'évanouit, il change de métier. Ils vont s'évanouir. Bon, pour passer à autre chose, parce que... On a sifflé Basser. Et on avait tort, mais on l'a fait. On a sifflé des grands joueurs. Basser, alors justement, on est au nœud du problème. C'est cette histoire de... hyper protégé, à d'avoir le problème. Voilà. Sur cette histoire de... Non, mais c'est intéressant, excuse-moi. Ouais. Quand il dit que les locaux jouent devant des tribunes vides contre la Palestine un lundi soir à 19h, voilà. On peut le... C'est ça, c'est 19h. Ouais. Voilà. Effectivement, personne n'était au courant, on allume, on voit comme ça, Maroc, Palestine, et on voit le drapeau du Maroc parce qu'il n'y a pas de public, donc on se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais est-ce que vous vous rendez compte que le produit numéro 1 de la Fédération royale marocaine de football, c'est le championnat du Maroc? Ce championnat du Maroc, il est moribond. Pourquoi il est moribond? Parce que le WAC ne joue pas chez lui, le Raja ne joue pas chez lui, les Phares ne jouent pas chez eux, Tanger maintenant joue à huis clos. C'est devenu grotesque. Marrakech, il va être fermé parce que l'équipe nationale... Comment voulez-vous conserver une espèce d'enthousiasme? Le joueur local, c'est-à-dire le message que nous envoie l'équipe nationale, et elle a des raisons pour le faire, pourquoi pas, et que les joueurs d'ailleurs pour lesquels vous passionnez ne valent rien, de rien. Donc globalement, même le respect, même la fragilisation du produit local étant le Botola, entraîneur, joueur, elle a atteint de telles proportions qu'il n'est même pas possible de revenir en arrière. Ouais. Bon, parce que cette Botola a atteint de telles proportions. Ça peut faire un grand chantier pour la fédération. Ouais, mais ça doit un grand chantier. À contrario, peut-être aussi se dire que cette fédération, oublier l'équipe nationale, d'ailleurs on va être tranquille jusqu'en 2022, oublier l'équipe nationale et faire un grand championnat. Ils ne peuvent pas, parce que leur obsession c'est l'équipe nationale, pour l'image. C'est une erreur. Ça n'a rien donné à l'obsession. Normalement, dans un football logique, tu as une pyramide avec des joueurs à la base et une élite au milieu et la super élite en haut. Et chez nous, elle n'est pas comme ça.
on revient à la base. Non, mais chez nous, on n'est pas du tout dans ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est une décorrélé. politique, c'est une politique qui a été mise en place il y a maintenant une quinzaine d'années, à laquelle on s'accroche. 2008, oui, pas 15 ans, 2008 ans. 2004, on est en 2016. 2004, on est encore en du mixte. Non, 2004, on est encore en du mixte. 2004 et l'émergence de cette politique. Avec les marrons publicités, ils étaient 6-7. C'était pas une politique, c'était une sélection de joueurs méritants. C'était pas une politique. Moi, je pense que c'était une politique, parce qu'elle a commencé bien avant. Bon, bref, c'est pas grave. Que ce soit 10 ou 15 ans, pour moi, ça revient au même. Aujourd'hui, parce que c'était facile. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de se focaliser sur un produit local et de le faire mûrir, aujourd'hui, d'en prendre soin et de le faire grandir doucement, on est dans la facilité. Est-ce que ces gens-là, on les a formés? Est-ce qu'on a mis de l'argent dessus? Est-ce qu'on a mis de l'espoir dessus? Est-ce qu'on a mis du temps dessus? Non, on est venu, ils sont sur un arbre qu'on vient cueillir, et quand on n'arrive pas à les cueillir, on va les supplier un peu plus. C'est pas une raison pour les diaboliser, hein. La crise que traverse le football marocain aujourd'hui, c'est pas leur faute à eux, hein. On les diabolise pas. Mais aujourd'hui, on peut reconnaître au bout de certaines années que cette politique-là n'a pas porté de fruits parce que depuis 10 ans, on ne fait plus rien. Tout non, excuse-moi, c'est très important. Rapidement. Non, pas rapidement, parce qu'il faut être subtil. Ah bah c'est rapidement. Rapidement. Déjà, tu m'as tout le sommaire est parti dans l'air. Dans le racisme. Sinon, tu bascules dans le racisme. C'est des sujets sensibles. On n'est pas en train de remettre en cause le sentiment. Non, excuse-moi, c'est très important parce que tu peux basculer dans des débats nauséabonds. Voilà. C'est vrai. Là où je te dis que ce n'est pas 2004 mais 2008, c'est que 2004, il n'y a pas un système. Il y a des joueurs qui s'imposent par leur talent et qu'il n'y a pas un système de préférence sur le binational qu'on va convaincre. C'est-à-dire quand on appelle Chmar vient, quand le petit Haji est là, le petit Haji est là. Après, c'est là où quand je te parle de système, c'est la séduction et le caractère systématique de cette attitude qui considère à choper un joueur déjà formé par facilité. Là, il y a un système et là, il y avait des joueurs. Et je n'attaque jamais les joueurs, j'attaque un système. Bon. Tout pareil. J'ai fini, je ne parle plus jusqu'à la fin. Bah d'ailleurs, tu l'auras. Tu l'auras mérité, franchement. Tu l'auras mérité. Non, mais il faut une phrase, juste rappeler que le système aussi est le fruit de 2004, parce que 2004 a réussi. C'est pour ça que le système a été mis en place. Alors effectivement, en 2004, le système n'existait pas. C'est des joueurs qu'on arrive et on s'est dit, bah tiens, ça peut marcher, on va le dupliquer. Et ça n'a pas marché. Alors, est-ce que vous savez, mes amis, pourquoi on n'a pas marqué de but contre la Côte d'Ivoire? Hamza Mendil, on a un petit début de réponse avec Hamza Mendil, on l'écoute. انا عليا الضغط شويه بزاف حيت بابا عيط لي قال لي ما خصكش تماركي علينا والجمهور المغربي عاونني بزاف والحمد لله قدمت مباراه في المستوى ونتمنى في المباراه القادمه ان شاء الله نحققوا الفوز. Il est sympa, Mendil. Magnifique, hein, magnifique. C'est ce qui nous manque. Ben Atia n'avait pas eu ses états d'âme en 2004. Pardon, sur le match contre l'Algérie 4-0. Il n'avait pas eu ce problème. Il n'a pas eu, lui ce problème. Rapidement, il reste 1 minute 30. L'Algérie, donc, qui a très sérieusement compromis ses chances de qualification. Il y a aussi l'Égypte et la Tunisie, et surtout l'Égypte. L'Égypte is back. Voilà. Et l'Égypte, franchement, ça fait plaisir de retrouver cette équipe qui pourrait servir de modèle pour nous, non? Non. Non. Il faut dire aussi qu'il est 11h du soir. Hein. Non, quel modèle, l'Égypte? Comment va-t-elle servir de modèle pour nous? L'Égypte, elle a une chance, c'est qu'elle n'a pas le choix. Elle est sur son chemin, qui lui a donné les 3 Coupes d'Afrique consécutives. Elle est sur son chemin. Des grands clubs qui sont toujours là. On a vu comment les Zamalek et l'Akhiri. On sait, ils n'ont pas le choix. On s'est éparpillés. C'est pas la même histoire, le Maroc. Même au niveau humain. Heureusement que la Chine est en retard sur le football. Parce qu'on aurait des joueurs qui jouent en Chine et ce serait la grande pagaille. En tout cas. On a élargi la base. On a éparpillé l'équipe du Maroc. Et on s'est perdu. La même chose s'est perdue. Et on a pris la mauvaise habitude de chercher des boucs émissaires. Maintenant, les boucs émissaires ont été les entraîneurs. On fait un bouc émissaire Hervé Renard, je suis désolé pour lui. Nous, les journalistes. Les journalistes. Les journalistes ou le public. La faillite de toutes les composantes. Merci beaucoup, Najib Selmi. Merci beaucoup, Reda et Amine. Je te félicite pas. Je suis suspendu la semaine prochaine. Voilà. Non. Tu seras là la semaine prochaine. Ce sera ça ta punition. Il a quoi? 2 cartons là maintenant? Non, il a eu un carton, mais qu'on n'a pas vu. La caméra n'a pas vu. Mais là, je te le ressors. C'est la fin de cette édition du club. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, mes amis.